l'ombre s'étendra sur l'univers, et le mal naîtra dans son sillage, et la mort viendra des cieux. Ces moments décisifs. Donc, t'as raison pour immortaliser. Pour gagner du temps, j'ai parlé de Topfer en disant que quand il écrivait ses trucs à chier, on lui a dit de dessiner. Et puis il a dit oui, mais ça risque de pas marcher, et qu'on l'a encouragé. Puis j'ai arrêté là. Bon. L'intérêt avec Jean-Pierre, c'est que nous le connaissons depuis fort longtemps et c'est non seulement pas un honneur, c'est de la connerie, mais une véritable histoire d'amitié. Mais je me rappelle, et même avec Michel-Édouard Leclerc, nous avons fait des interviews, et faire un interview avec Jean-Pierre, mais pour moi qui est une grande gueule, paraît-il, qui suis un bon client en télévision, mais c'est un véritable bonheur. J'ai rien à dire. Il balance tout, il a une mémoire, une culture absolument phénoménale, mais c'est un monstre. Et là, je viens faire une sieste ce soir. Donc, voilà, c'est dommage parce que je comptais un peu sur toi. Parce que, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Bon, Philippe Druillet. Voilà, on va démarrer. Le maître de cérémonie, Chris, à toi. Bonsoir tout le monde, merci à tous d'être là. Allez vous faire foutre. J'allais le dire. Merci à vous quatre d'être là, c'est un véritable bonheur et un honneur pour les Tropiques d'avoir répondu à notre appel, ça fait vraiment plaisir. On ne vous présente plus Jean-Pierre. Du coup, je vais vous laisser le soin de le faire si vous semblez ça utile. D'autant plus que c'est l'objet un peu du livre que vous avez écrit. Du coup, c'est à vous. Oh là là. Je vous laisse. Oh là là. C'est pas facile. C'est ta femme. Alors, à ma droite, il y a Philippe Druillet. C'est ma droite à moi. Il y a Philippe Druillet que je connais depuis le XXe siècle, même la deuxième partie du XXe siècle. Faut pas non plus déconner. Après-guerre. Voilà, de l'après-guerre. Juste à ma gauche, il y a Franck Margerin. Qu'on a rectifié assez vite en Margerin, d'autant qu'on lui adressait, on parlait de Bianic dans la même ligne qui avait sauté, donc c'était pas très clair, il a dit où je suis tombé. La première BD c'était marqué sur scénario de Philippe Druillet. C'était Oui, pas vrai, parce que, une ligne qui avait sauté. Parce que Bianic était un peu plus loin, son scénariste d'ailleurs. Et puis à mon extrême gauche, mais je fais très attention maintenant à ce que je dis, à mon extrême gauche personnel, j'ai pas dit qu'il était d'extrême gauche, de centre droite, ou qu'il était, je sais pas, on va trouver une catégorie nouvelle, un peintre et illustrateur que j'ai connu à une époque où il prenait le chemin des grands illustrateurs de chez Philippe Aki. C'est-à-dire qu'il allait faire des choses très jolies, un peu comme ce que faisait Maton et compagnie. Et puis, il a dit parfois, alors ça, évidemment c'est faux, il a dit parfois que c'est moi qui l'avais un peu poussé vers le diable. Non, disons que j'ai senti qu'il y avait chez lui une tendance a bien aimé ça, et je l'ai écouté, je l'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps, et il disait quelque chose qui m'a bien plu. Il me dit, enfin maintenant, plus le temps passe, moins je suis dans le diable, on ne sait jamais. Ce qui n'est pas vrai. C'est absolument vrai. Voilà, alors, Druillet, lui, il a toujours dessiné, au départ, il a toujours eu son monde, il a toujours dessiné. En fait, assez mal au début. C'était même pas bien du tout, mais il avait son monde, et puis il a appris à le dessiner. Margerin, lui, c'est un cas extrême, parce qu'il faisait des petits dessins avec un petit trait comme ça, très mignon chez Nathan. Il est venu par Farkas, c'est celui qui est venu par Farkas. Et
pendant 2 ou 3 ans, dans de la science-fiction, dans des histoires de petits vieux et tout ça, chaque fois qu'il livrait une histoire, je lui prenais et il disait « Mais je suis pas fait pour la bande dessinée. C'est pas mon truc, j'y Ah, je arriverai disais, pas. je suis pas scénariste. Et c'est pour ça que tu as filé des Ouais, scénarios. mais après tu disais « Maintenant je suis scénariste, mais enfin je suis pas convaincu par mon dessin. » Alors, j'ai tellement rencontré de types qui étaient sûrs d'eux, qui arrivaient avec des merdes noires, qui disaient voilà le chef-d'œuvre. Et là, je suis tombé sur un mec qui a mis à peu près 3 ou 4 ans à se dire que peut-être que oui, en fin de compte. Alors, comme quoi, il faut se méfier de tout. Et puis maintenant, bah, je sais pas quoi dire, parce que j'ai fait le tour des origines. Alors, bon, si vous lisez le livre, vous verrez que on arrive à une période qui sont les années pilotes. On a la chance d'arriver dans le premier hebdo adulte. Je mets à part Harakiri, etc. Et c'est moult moutures. On est le premier. On est dans le premier hebdo de BD. Ça bouffe. C'est beaucoup de pages. Hein. Alors, il y a les séries. L'idée que les séries maintenant puissent passer dans un journal, ça paraît totalement absurde, puisque déjà à la fin de Pilote, les mecs disaient « je lis toutes les pages sauf les séries, j'attendrai l'album ». C'est déjà mort. C'était une source de revenus non négligeable pour les dessinateurs, parce que même si leur bouquin était totalement invendable, bah, ils avaient quand même été payés pour le faire. Alors ça a été à ce niveau-là un âge d'or. Parce que ceux qui disaient qu'à l'époque, j'en faisais partie, puisque je faisais quelques scénarios, ça rapportait pas grand-chose, par rapport à aujourd'hui, c'était des mannes en or, et ça venait de Goscinny. Goscinny qui, alors comme moi je suis abonné à par Total Journal, un concours total au numéro 1 de Pilote, qui n'est pas pour mon âge, mais je vais le lire quand même. J'aime surtout Ça va bouillir de Tillieu avec Zapimax, c'est pour dire que je prends Pilote par un axe bizarre. Et puis un jour, grâce à Philippe Druillet, mais ça c'est l'histoire de ma vie, puisque moi je me voyais bien un lecteur éternel, c'est pas un métier très bien payé, c'est lui qui va m'amener à Pilote. Et me fait rentrer à Pilote dans une période... alors moi j'ai pas vu la guerre. La guerre c'était 68. J'ai pas vu le moment où Goscinny se trouve, il y a un très bon bouquin qui vient de paraître de Castelnic là-dessus, où il résume tout ce qui s'est passé, point par point, y compris le moment où Mandrika essaye de le joindre au téléphone en disant « faut pas y aller, faut pas y aller ». Mais c'est trop tard. Moi, je suis arrivé après. Hein. Voilà. Et j'ai engueulé mes potes, vous êtes comportés comme des connards. Voilà. Alors, moi j'arrive après, donc au départ, je ne suis pas du tout au courant que le Goscinny que je découvre, qui est très bienveillant avec moi, il a subi quand même un drôle de coup de couteau dans le dos. D'autant que ce coup de couteau dans le dos est venu de la part de mecs qui n'étaient pas du tout des collaborateurs de Pilote, qui étaient des mecs qui surgissaient de la droite à gauche, qui disaient « ouais mais vous êtes un patron en cravate, et en face il y a les ouvriers, et il faut qu'ils prennent le pouvoir, on va faire des comités de rédaction ». Alors je peux vous dire, comité de rédaction, j'ai pas connu vraiment ça, mais j'ai failli le connaître avec un journal qui ne s'est pas fait, qui s'appelait Snark, chez Nathan, et il y avait des fortes personnalités, il y avait Forest, il y avait Jean Alessandrini. Heureusement que ce journal ne s'est pas fait, parce qu'en fin de compte, c'était pas un journal, c'était la juxtaposition de 3 ou 4 égaux qui chacun tirait dans une direction différente. Alors, on est à Pilote. Nous, on veut faire de la science-fiction, lui, il en fait déjà. Alors, il a Goscinny, c'est... Il a les vieux de la vieille, ceux qui sont là depuis le début, comme Shakir, hein, par exemple. Shakir, qui était très copain avec Fred, par exemple, parce qu'ils se connaissaient depuis toujours, et qui est en train d'écrire l'histoire de sa vie, il en est à 1200 planches. Je pense que personne ne le publiera, mais c'est bien dommage, parce qu'il a certainement des trucs à raconter, Shakir, sur tout ce qu'il a vécu. Donc c'est un garçon adorable. Et puis... lui, il fait de la science-fiction, il va exploser la case de bande dessinée, bon, personne ne peut le discuter, il va exploser la page, boum.
en même temps, vont arriver toute une génération, vont arriver... il y a une photo devant le 17, passage des petites écuries, ou 17, je sais plus, une de nos adresses, au moment où je fais Exterminator 17 avec Bilal. Et là, vraiment, on voit qu'il arrive de là-bas. Hein. Il a encore sa moustache comme ça, ses cheveux pas très bien peignés. Et on sent qu'il fait immigrant, quoi. Il faut être clair, il fait immigrant. Et puis, va arriver une génération. Va y avoir Moebius, qui s'appelle encore Gir. Qui signe d'ailleurs ses bandes de science-fiction Gir. Et qui a envie de devenir Moebius. Il va le devenir avec Metal. Et puis il y a tous les autres. Alors, effectivement, tous les autres, on va pas faire certainement reprocher la nécrophilie de mon livre. Bah oui, mais il y avait Ali Gotzinger, qui était une des dessinatrices qui existait. Il n'y avait pas que Bretéché, il y avait aussi Ali Gotzinger. Il y a Petillon qui va passer par là. Il y a pour Goscinny une impossibilité. L'impossibilité, c'est de remplir le journal avec les jeunes loups. Alors, les jeunes loups, il n'a rien contre Philippe et moi, parce qu'on est arrivé après la guerre. Mais quand on part en vacances, en bande, à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou à l'île de Ré et tout, des fois, quand même, il la mauvaise. Et je me souviens d'une phrase qui avait été rapportée par Guy Vidal, quand il voulait joindre ou Giraud, qui était en retard sur Blueberry, comme d'habitude, ou un autre, ou Loro, ou je sais pas quoi, il disait « Appelez-moi le stalag des petits cons ». Il avait... Hein? Tu as une mémoire assez effrayante. Oui, mais ça m'avait marqué le stalag des petits cons. Parce que c'est vrai qu'on voulait la place. On voulait la place, on n'était pas méchants. On voulait pas prendre la place de Mouminou spécialement, ou de Godard et tout. On voulait la place. Et puis, bon, ben, la place, il n'y avait pas. Parce qu'il était fidèle à ceux qu'il avait publiés jusque-là. Et Marc Caro nous fait l'honneur d'être avec nous. Et donc, il va se passer quelque chose. Alors, on va aller très très vite, puisque on est là essentiellement. On va passer très vite de Pilote à Métal Hurlant. Va y avoir l'Écho des Savanes. Hein. Va y avoir... alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a des gens dans la salle qui sont concernés par ça. C'est-à-dire que nous, on va prendre dans la figure l'underground américain. C'est-à-dire Zap, comme ça, etc., etc. Et je crois que le premier qui publie des carnets de croquis de Robert Crumb, dessinateur de San Francisco, totalement connu à l'époque, il habite à San Francisco lui aussi, il est là, il s'appelle Gilles Vadeboncoeur, et il publie Robert Crumb, ce qui ne nous rajeunit pas. Et il publie ses premiers dessins, qui sont déjà du Crumb, hein. Il est arrivé d'une pièce. Donc va y avoir, on va aller vite, va y avoir l'Écho des Savanes, et à l'Écho des Savanes, et ben, Gottlieb, Bretéché, Mandrika, Bretéché qui livre ses planches, Gottlieb qui livre ses planches, Mandrika qui livre ses planches. Ça marche moyen, ça marche pas terrible en fait, parce qu'on a, à l'époque, on a un talent particulier pour prendre des distributeurs un peu difficiles qui partent tous avec la caisse. Oui, ça arrivera 2 fois à l'Écho, ça nous arrivera 2 fois à nous. Avant de passer au NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne, ce qui oblige à devenir mensuel. Alors, Druyer m'amène à Pilote, je fais quelques scénarios, après on fait à peu près ce qu'on veut, on fait même des pages de critiques de science-fiction en BD, des trucs comme ça, des petites histoires courtes. Lui continue on Sloan, il fait Vuse en parallèle dans Phoenix. Vuse, je voudrais quand même rappeler que c'est pas la première bande dessinée muette, parce que la première bande dessinée muette, c'est Lindward longtemps avant, et puis même peut-être un peu Mazrel, mais Lindward. Mais il va faire dans Phoenix une bande dessinée muette qui aura des... pas intégralement muette, des fois il y a des proutes, des fois il y a des paroles. Plus tard viendra Arzac. Alors,
si vous voulez savoir ce que je fais avant, quand je suis avec Roch Martin, Opus, après avoir connu Jean Boulet, qui sera un initiateur pour moi et pour Philippe. Mais là, on va laisser un peu la parole à Philippe pour qu'il parle de Boulet. Enfoiré. Tu es en train de faire une petite sieste, là, tranquille. Ah, c'est pas Non, Boulet, mais l'enfoiré. dans la vie, il y a plusieurs choses. Il y a des histoires de passeurs. On tombe sur des bons passeurs ou des mauvais. Quand il y a eu la bagarre pilote, moi, Boulet, je l'ai rencontré, j'avais 15-16 ans, par Francis Lacassin. Il avait besoin d'un photographe. J'étais déjà dans Midi Minuit, Fantastique et compagnie. J'étais beaucoup plus jeune que Jean-Pierre, on a quelques années de différence. Et j'étais un fou boulimique parce que je sortais des banlieues d'épouvante et je savais qu'il n'y avait aucun avenir dans les banlieues. Simplement, je savais qu'il fallait écouter certaines personnes et se laisser conduire. Je sors d'une famille d'abrutis, dégénérés mentaux. C'est un miracle que l'espèce de viande avariée en face de vous soit encore là. Bon, mais simplement, il faut écouter ces passeurs et tout. Et Boulet était pour l'époque quelqu'un de tout à fait révolutionnaire, ça. La plupart d'entre vous, vous le savez. Il était admiré, Edith Piaf et compagnie, bon, très bien. Mais ça me refait aussi un passage très évident par rapport à Pilote. Je l'ai dit au téléphone, je ne sais plus à qui, à un journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'affaire Métal Hurlant? D'abord, il y a eu l'affaire Écho des Savanes. Par rapport, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le net ou les mails, ou les conneries texto de mon cul. Ou Facebook. Tu vois, oui, Facebook, oui. Et avec Marcel Gottlieb, que j'adorais, on s'appelait tous les jours. Et René Goscinny avait beaucoup souffert de ça. Et l'histoire, je l'ai dit l'autre jour au téléphone, René Goscinny, il y a un bouquin qui vient de sortir, que tu dois avoir, Dominique, sur la deuxième génération, la descendance, avec Catel, n'est-ce pas? Et qui est donc une histoire de descendance par rapport à la famille Goscinny, c'est-à-dire René et Gilberte. Et là, c'est une histoire qui est reconstruite. René Goscinny a souffert énormément pour des problèmes de l'époque et tout. Ensuite, il est arrivé en Europe après l'Argentine et compagnie. Tout d'un coup, on magnifie tout à fait l'époque Bruxelles avec le fameux Monsieur Trois-Fontaines. Moi, je suis arrivé à l'époque, en 69. J'ai connu les Charlier, les Weinberg et compagnie, les Jacobs qui m'ont raconté l'histoire de l'époque et tout. Et René Goscinny était un fou, un génie, mais qui était un porteur de sandwich. On le prenait pour un porteur de sandwich. C'était vraiment une pauvre merde pour tous ces gens. Et il s'est battu et il a appris la connaissance et la volonté de liberté. Ensuite, moi, je le rencontre en 1964. Je suis à l'armée. Je vais le voir dès 64, alors que je rentre à Pilote en 1969. Je l'ai déjà dit dans Delirium, mais bon, ok, on parlera de nos deux bouquins après. Il y a des complémentarités, il y a des oublis de chaque côté. C'est ça qui est fabuleux. Et il me dit, il est très mécontent parce qu'il y a un journal de nostalgique qui s'appelle Chouchou, qui vient de sortir, grand format. Et lui, ça le contrarie parce qu'il a déjà l'idée de ce que va être Pilote à partir de 65, 66, 67, là, où moi, quand je vois ce journal qui tend à l'Osfeld, je me dis c'est là, ce n'est pas dans un petit refuge de branleurs mondains parisiens que la bande dessinée doit s'éclater. La notion de liberté, toute sa vie, René Goscinny s'est battu pour cette notion de liberté importante, c'est-à-dire imposer son art. J'ai encore l'émotion, c'est étonnant d'ailleurs, parce que je l'ai vécu ça. Et il voulait, et donc cette notion de liberté, quelque part il nous l'a transmise. Et quand nous avons voulu faire à l'instant de Zap Comics, des Crum, des Boscoso, des Griffin et toute la bande et compagnie, que l'Écho des Savanes est sorti, qu'ensuite Métal Hurlant, pour les raisons que Jean-Pierre écrit très bien, cette notion de liberté et d'ouverture qu'il nous a offert, très important, mais il nous l'a transmise. Donc lui a pris ça pour une trahison, alors que ce n'était pas une trahison.
C'était une transmission de messages par rapport à une création et à un art. Et ça, c'est très important. C'est pas vrai. C'est étonnant, quoi. Parce que pour moi, c'était hier. Et donc, cette chose qu'il a pris comme un crime, parce qu'il ne comprenait pas, quand tu appelles, tu parles de la bande de crétins et compagnie, c'était plein d'humour et plein d'amour, c'était plein de force aussi, mais il n'a pas compris que son combat personnel était transmissible par le travail de pilote et par les gens qui l'avaient engagé. De la part de René Goscinny, je n'ai jamais eu le moindre problème, le moindre refus, de la moindre critique sur mon boulot. C'est ce que Jean-Pierre Dionnet a compris quand Métal Hurlant est né, parce que le seul patron et le seul cerveau de Métal Hurlant, c'était Jean-Pierre et personne d'autre. Sûrement pas un crétin comme Farkas, que tu honores d'une façon énorme dans le bouquin. À mon avis, bon, ça c'est votre problème, et si vous avez été au bordel ensemble, c'est votre truc. Moi, j'ai vu un petit connard arriver au bout de 3 mois. Nous étions rue Toudic dans un 30 mètres carrés. Il s'est enculé de moi une voiture avec un chauffeur. Et je lui ai dit, si je te vois dans ma vie, et encore longtemps je l'ai appris, je te fous mon poing dans la gueule. C'était un petit voyou qui nous amène comment dire, un fichier de Nathan qui ne correspondait à rien, bon, peu importe. Mais ce que je voulais dire philosophiquement, c'est que René, prisonnier d'un succès pour lequel il s'est battu monstrueusement, alors qu'il a vraiment bouffé de la merde, c'était très étonnant. Et tout d'un coup, il est étonné que ceux qu'il a amenés en philosophie pratiquent la même chose que lui. Et c'est ce qu'il nous a appris. Il nous a appris des portes ouvertes. Et là, ça a été un drame total. Et donc voilà. Et ensuite, 97, bon, il meurt pour d'autres raisons et autres. Donc voilà quoi. C'est très étonnant, c'est très étonnant. Mais quand on réfléchit, avant de passer à Métal, quand on réfléchit à l'histoire de Pilote, et aujourd'hui, en hebdo, sortir 64 pages ou 68 par semaine, avec du western, de la science-fiction, tout ce qu'on peut imaginer. Moi, j'arrive là-dedans, il y a déjà Marcel Gottlieb, il y a déjà Mandrika, il y a déjà Claire Wettéché, il y a déjà des monstres qui sont là, des monstres. Il y a l'équipe de Harakiri qui est venue pour un temps. Oui. Notre ami ne supportait pas que Cabu, et puis... que Cabu réserve. Donc à un moment, il a dit, vous rentrez à la niche. Tout à fait, c'était vraiment un truc une période très vibrante, et tu le décris très bien dans ton bouquin. C'est comme on se retrouvait après le lundi dans le café et tout, et on parlait de nos travaux, comme l'ont fait les surréalistes, comme l'ont fait les impressionnistes, une génération neuve qui essaye de construire un nouveau monde. Mais moi, il a été victime de sa propre philosophie par rapport à nous. Et là, il s'est passé un déchirement oedipien. Donc voilà quoi. Avant de passer à Métal, il y a aussi le camarade Patrice Serre qui a quand même été rédacteur en chef de Pilote. Ah non, si je ne m'abuse, non. C'était quoi, toi? Paris-Hollywood. C'était Harakiri, oui, pardon, je confonds. Paris-Hollywood. Voilà. J'étais rédacteur en chef de Tintin. De Tintin, oui, c'est vrai. Donc, voilà, juste pour saluer, on a vraiment beaucoup de beau monde. Il y a des places, il y a des tabourets encore. Attends, il y a un tabouret là aussi. Les femmes restent assises, non, les femmes sont debout. Et les mecs... Bon, voilà, c'était juste une incise, et puis maintenant, vous pouvez peut-être passer à... Non, mais Patrice Serre, pour ceux qui ont un peu oublié son travail, il avait travaillé avec Patrice. Il avait travaillé un peu comme gratteur et puis après comme plus que ça avec Frank Robbins. Donc il avait appris cette dure loi du pinceau et il l'avait ramené en France. Après il s'est passionné pour les chinoiseries, ce que j'appelle toujours, et un peu tôt. C'est très curieux parce qu'il y a aussi les gens qui arrivent hors temps. Parce que tous ces albums qu'il a fait chinoisant et tout, je trouvais ça formidable, mais c'était pas encore le moment. Parce que là, on rentre dans un autre angle, c'est que Patrice Serre, je l'ai connu avec Moliterni. Et Claude. Et Claude, bien sûr. Donc, Claude Moliterni, c'est quelqu'un, alors... Après, alors, il y avait un club de bande dessinée, où on faisait Lacassin, partie Lacassin, Alain René et tout ça,
qui étaient des intellectuels, intelligents, brillants, aimant la bande dessinée, mais qui avaient un seul défaut, c'est qu'ils aimaient la bande dessinée, en gros, de leur enfance. Nostalgie. C'est-à-dire qu'en gros, la fameuse non-parution du numéro du journal de Mickey le jour de la déclaration de guerre, il l'avait vécu comme la chose la pire au monde. Ce qui fait que beaucoup plus tard, quand un saxophoniste de feu de Johnny Hallyday, Jean Tozan, décidera de faire un journal qui aura 10 numéros, qui s'appellera Johnny, il mettra en première page une bande dessinée de J.G., qui n'a pas l'air très convaincu, qui raconte un film de Corbucci avec Johnny Hallyday, et derrière, il publie les planches qui auraient dû paraître dans le fameux numéro du journal de Mickey qui n'est pas paru. Alors, là, on est face à un public de niche, comme on dit maintenant. Alors, il va se casser la gueule. Philippe a parlé de Chouchou. Chouchou, c'est formidable, mais c'était grand comme ça. C'est ça, et puis tout en couleur. Tout en couleur. Et pour les soi-disant adultes. Alors, imagine ça dans le métro. Alors, les derniers seront grands comme ça. On y verra Pratt, on y verra des choses comme ça, etc. C'est une espèce de... Bon, il y avait des bandes dessinées géniales dedans. Il y avait un type qui a totalement disparu après, qui s'appelait Novi, qui était un dessinateur prodigieux, qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Je me souviens de Raymond Poivet, le grand maître de la rue des Pyramides, qui disait, il y en a un qui est très fort, c'est Novi, mais personne ne le remarque jamais parce qu'il fait une fois une grande aventure de je sais pas quoi, il fait une fois autre chose. Il avait fait, je sais pas si Philippe Drouillet le connaît, il a fait un très beau Salambo. Oui. Ouais. Dans la collection, enfin c'est un truc de branleur de collectionneur, et le truc des machins presse à la con. Voilà. Vous m'avez compris ça. Mais qui était beau, qui était tenu, la couverture d'ailleurs, c'est Naravas qui envoie et alors Moliterni, lui, il va être au départ avec Rinaldo Traini qui vient de nous quitter, Edo, du salon de Lucca, qui va devenir après Angoulême, qui d'Angoulême va devenir ce que j'appelle la foire au jambon d'Angoulême, qui va après se reprendre, se reperdre et tout. Moi j'avoue que j'ai la nostalgie du premier et du deuxième Angoulême, surtout du deuxième ou du troisième, on y va avec Métal Hurlant avec notre camionnette bâchée. Et on repart la main et on repart avec l'intégralité du stock. Soyons clairs. Et dès qu'on veut, et quand on veut vendre un numéro, ben on enlève le plastique parce que l'eau goûte du plafond, hein, parce que c'est des tentes. Alors on sort le numéro, on le vend vite et puis on remet le truc dessus. À l'époque, nous sommes des artistes quand même. Donc en gros, je me souviens que nos compagnes, nos femmes de l'époque, soyons clairs, font souvent le plus gros de la manutention. Philippe, il y va, parce qu'il est costaud, il a assez déménagé des trucs, il aime bien aller à Bradley-Hill, vendre des trucs soi-disant, puis il en ramène plus qu'il en a vendu. Il y va. Moi j'y vais, mais vous avez vu, c'est quand même élastoc. Une fois que j'ai porté 3 caisses, je me pose et je pose la suivante. Gire Moebius, avec ses qualités et ses défauts, à la 3e caisse, il s'écorche un petit peu le bout du doigt et ses mains de pianiste ne lui permettent pas de manipuler davantage. On est comme ça. On est comme ça. Alors, je voulais revenir un tout petit peu en arrière. C'est que j'ai assisté à une scène terrible. C'est qu'il y a eu l'écho des savanes, oui. Alors, l'écho des savanes, ça va être encore quelqu'un, ça va être Mandrika qui va me dire, viens m'aider à faire l'écho des savanes. Je dis, pourquoi moi? Ben, comme Drouillet m'a dit, quand il m'a dit, viens faire le scénario, je dis, pourquoi moi? Puisque moi, j'étais lecteur. Et quand on est lecteur, là-bas, c'est un monde, Paris. Hein. C'est les gens qui font les livres, c'est les gens qui dessinent dans les livres, c'est les écrivains qui écrivent et tout, etc. Ça y est, j'ai perdu le fil. Mais je vais le retrouver certainement, ou alors ça sera un autre qui sera aussi intéressant. Oui, un jour je vais à un spectacle de Rufus. Et le spectacle de Rufus, je me souviens, j'ai retrouvé une photo, il y a Uderzo, il y a Goscinny, il y a moi je suis là, et là il y a Gottlieb. Et il y a un truc que Goscinny ne supportait pas, c'était le pipi caca, la scatologie et tout ça.
Et ça a été une drôle de soirée parce que Goscinny a dit bonjour à tout le monde, y compris à moi, avec un grand sourire comme ça. Et quand il voyait Gottlieb, il faisait comme ça. Et Gottlieb essayait d'attirer son œil et il tournait comme ça. Parce que pour lui, c'était la grande trahison. Alors qu'il se connaissait depuis une éternité, je ne vais pas l'oublier. Ouais, c'est-à-dire que c'était, pour lui, c'était son fils spirituel. Absolument. Et son fils spirituel qui fait pipi caca. Alors, il y a un truc marrant d'ailleurs, c'est que les Gonesse Savane, ils vont continuer quand même pas mal et ça va faire leur fortune plus tard, à faire des zizi. Je vous passe le reste, on va pas faire toute l'anatomie quand même. Il y a un truc marrant, c'est que dans Métal Hurlant, il y a quelques bistouquettes au début, essentiellement du Isaac Orben d'ailleurs, mais ça va nous passer très vite parce que c'est pas notre truc. On a envie de voir si on est libre de le faire. On est libre de le faire, bon on le fait, mais si c'est pas dans l'histoire, bah pourquoi on le ferait à ce moment-là, il y a beaucoup de bandes dessinées sexy, alors je dirais de mal de personnes, de types qui font que des nanas à poil dans des histoires où l'essentiel c'est qu'elles soient à poil. Ça n'a jamais été tellement métal. Nous, on est parti vers un autre monde, et ce que peut-être que Goscinny nous a appris, mais c'est qu'en fin de compte, lui, il a fait des bandes dessinées qu'il avait envie de faire, les bandes dessinées qu'il avait envie de lire. Il n'avait pas pu refourguer en Argentine du tout. Il avait essayé, grâce à Kurtzman, en Amérique, ça avait été un bide noir, et il a continué à faire des bandes dessinées jusqu'à ce que ça marche. Et je me souviens, il est ressorti sur YouTube récemment, le premier interview de René Goscinny à la télévision française. Et alors Goscinny est comme ça, il est avec son costume, sa cravate et tout, et il y a le présentateur qui dit, il y a Uderzo à côté qui dit rien. Il dit, alors, Monsieur Goscinny, Monsieur Uderzo, vous êtes un phénomène extraordinaire. Vous avez vendu 5 millions d'exemplaires du livre Astérix et Astérix. Et Goscinny lui fait, pourquoi on ne parlerait pas du livre? Il dit, pardon, il dit, je croyais qu'on venait pour parler de notre livre. Vous me dites qu'on a vendu 5 millions. Donc écorché, il le reste. Écorché, il le reste parce que il n'a pas fait ça pour vendre 5 millions, il les a vendus. Bah oui, big deal, il a réussi enfin. Il a réussi tard. Hein, il n'en a pas profité longtemps. Mais en fait, ce qu'on a retenu de Goscinny, c'est d'essayer de faire quelque chose qui nous plaît nous-mêmes. Alors soit nous amuse si c'est drôle, soit fait rêver si c'est de la science-fiction, mais de ne pas penser à un espèce de lectorat mythologique qui va aimer ça parce que on n'avait pas de recette, mais lui-même n'en avait pas de recette. Hein. Astérix, il y avait déjà eu 3 ou 4, dont un par Jean Nohain, histoire de Gaulois, etc., qui avaient été des bides invraisemblables. Hein. Et quand beaucoup plus tard, surfant sur le succès d'Astérix, il y aura enfin un film qui se passe à l'époque et tout, ça sera, je crois, le plus gros insuccès de l'histoire du cinéma français ou presque, ça sera Vercingétorix avec Christophe Lambert. Comme quoi la recette, c'était pas retournons aux Gaulois et tout. Hein. Non. Il y a aussi une chose qui est très étonnante avec la naissance de Pilote, qui naît en 59, et après l'ouverture qui se passe en 63-64, et puis qui prend son apogée en 68, parce que là il y a la véritable rupture culturelle, c'est qu'il y a quand même des géants de la bande dessinée comme Fred, ou comme Jean-Claude Forest, ou même notre ami dont nous parlions, le Piano d'Espérance, Raymond Poivet. Raymond Poivet. Ce sont des gens qui pendant 15 ans ou 20 ans de leur vie ont fait de la merde pour survivre. Forrest faisait pas de la merde parce qu'il travaillait pour, là où j'ai commencé moi-même à 17 ans, 18 ans, Fiction, Galaxy et compagnie. Il faisait des cartes postales, il faisait Charlot, parce qu'il n'avait rien avant qu'il invente Barbarella. Charlot qui était pas mal d'ailleurs. Oui, c'était un génie du dessin. Voilà. C'est un des premiers précurseurs du monde de la bande dessinée qui a eu un film. C'était le premier à savoir sculpter, peindre, écrire, poésie et chanson. Donc la véritable révolution pour moi, c'est Jean-Claude Forest.
Mais quand on pense que Fred a vécu pendant des années, ou 10 ou 15 ans, en faisant des cartes postales, c'est quand même hallucinant. Et tout d'un coup, le mouvement culturel se met en route, pilote arrive, le reste suit, et ces génies-là, ces monstres, ont enfin leur place dans le monde de la culture et de la réalité. Mais il ne faut pas oublier cette période. C'était après la période Harakiri aussi. Hein, oui, tu parles des cartes postales, etc. C'était la même. C'était Choron, en fait. Il y a eu la rupture entre Fred et l'équipe qui se sont retrouvés bien après. Enfin voilà. Fred et Topor qui vont dire qu'il est trop individualiste. Mon procureur, je vous repasse la parole. Non, j'allais juste dire que nous, on arrive à une époque où il y a déjà des albums. Les Belges ont commencé à faire des albums qui se vendaient. Bon, on va pas parler de Tintin, de Spirou, et on va pas refaire la marque jaune. Hein. Les Belges ont commencé à faire des albums qui se vendaient. Ok. En France, il faudra attendre, en gros, Futuropolis pour que y ait les Pionniers de l'Espérance qui paraissent depuis 30 ans dans Vaillant, qui sortent en album. Il y en avait eu deux sorties en grandes aventures, aussitôt soldées. Il y en avait eu un couleur qui était le Jardin Fantastique. C'est une génération. Et le jour où Raymond Poivet a voulu aller récupérer ses planches des Pionniers de l'Espérance à Vaillant, on l'a emmené derrière, dans les greniers, les resserres, les trucs comme ça. Et sous le toit, il y avait les planches. Et il est tombé à 95% sur un espèce d'agglomérat à la César, qui était toutes les planches qui s'étaient collées progressivement, et quelques-unes sont réapparues parce qu'elles ne sont jamais perdues pour tout le monde. Il y a quelques mecs qui sont servis. Voilà. Et ces gens-là, Poivet le résumait bien avec un humour très très particulier, parce qu'il avait toujours tendance à dévaloriser tout ce qu'il faisait, alors qu'il était fort, l'animal. Poivet disait, moi j'avais appris le métier de fresquiste, j'avais appris comment faire un tissu dessiné, je voulais faire des fresques et tout, il n'y a pas de place pour les fresquistes, ok. Alors j'ai fait de la BD, mais pour lui c'était comme ça. Si je fais un autre type de presque sa génération, qui vient un peu après lui, qui est Gilon, il va faire 13 rue de l'Espoir pendant 30 ans dans François, ce qui lui rapportera beaucoup d'argent à l'époque, tant mieux, mais Gilon, on est face à un autodidacte absolu, qui n'a jamais eu de cours de dessin, qui voulait être chanteur, comme il n'a pas pu réussir comme chanteur, comme il disait avec un pied beau, on ne peut pas faire le crooner, il va commencer par faire des pochettes pour Charles Trenet. Après ça, il va faire un truc qui s'appelle Fils de Chine, dans un style un peu Poivet, un peu Alex Raymond. Et puis après, il va devenir le dessinateur qu'on sait, mais purement autodidacte. Il n'a jamais eu un cours de dessin de sa vie. C'est pas vrai, mais ça fait rien. Dis-moi alors. C'est ce qu'il a toujours dit. Mais non, c'est pas vrai. Il avait connu l'histoire de comment il s'appelle, Alex Raymond. Oui. Et Alex Raymond avait disparu pendant 2 ans. Personne ne savait où il était, tout le monde le cherchait, etc. Et quand il est revenu, il dessinait comme un dieu. C'est d'ailleurs le début de Rip Kirby, ça a été ça, avec le dessin en pinceau, etc. Et donc il a su, par je ne sais pas qui, peut-être par Stan Drake d'ailleurs, il a su qui était le fameux mentor d'Alex Raymond, et il est allé le voir. Et il a passé 2 ans. Ah bah ça je sais. Voilà. Ça on ne savait pas. C'est le scoop de la soirée. Il l'a raconté devant moi, devant Moliterni. C'est pour ça que alors moi je ne sais pas. C'était un secret des secrets. Gilon, je me souviens, un jour je l'appelle, je lui dis, à l'époque je collectionnais les originaux. Après ça avait passé, et puis après le temps passant, qu'est-ce qu'ils sont devenus, j'en sais rien. Il y en a bien que j'ai vendu, mais il y en a d'autres où je ne sais pas où ils sont.
C'est terrible à dire ça. Mais un jour, je lui dis, tu sais, j'ai acheté le plus beau strip de Rip Kirby de tous. Il dit, la fille qui tombe du bateau dans la scène de nuit. Je dis, bah oui. Il dit, bah quel autre? C'est le plus beau strip. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant qu'on a réécrit l'histoire de la bande dessinée complètement et qu'elle est devenue un petit peu avec ses prophètes, ses historiens et tout, je me souviens d'un jour où j'étais entre Gire, plus que Möbius d'ailleurs, et Gilon, et je disais, tout à fait entre nous, c'est génial Little Nemo, c'est sublime, les histoires, c'est extraordinaire. Bon, en fait, c'est un peu copié sur 3 histoires de Kipling, ce qu'on ne dit jamais, du petit garçon qui se réveille et tout, etc. Mais enfin, on va oublier Kipling. La composition. Voilà. Et je dis, mais personnellement, puis je baisse la voix en me disant, ça y est, ils vont m'incendier. Je dis, moi je trouve que McManus qui fait Illico, il dessine mieux. Et les deux me regardent et ils disent, bah bien sûr qu'il dessine mieux, sauf qu'il fait des histoires de comédie. Donc ça touche moins les Français. Mais quand je vous parle de tout ça, c'est un peu dispersé, mais je veux dire, il y avait une effervescence entre les festivals. Je peux vous dire que voir par exemple l'homme qui invente la bande dessinée réaliste, Roy Crane, avec Buzz Sawyer, on est à Angoulême, le type il invente les cieux qui est fait en double tint comme ça et tout, les personnages à peine esquissés en même temps très réalistes et tout, comme dira plus tard Sickles et comme dira Canif, il a ouvert la bande dessinée d'aventure et il a fermé la porte derrière lui. Et ben, je vois ce vieux monsieur qui est encore vivant et qui nous montre ses originaux, et puis après, avec un truc où il trace et ça reproduit, il commence à montrer comment avec un pinceau il peut faire un ciel et tout, etc. Je me dis, ce mec-là, on est en 1920, par là, oui, il invente la bande dessinée d'aventure. Il y a eu un moment, là, tout d'un coup, il y a eu... ils étaient américains, ces génies, hein. Mais il invente, et puis après, ça va repartir. Mais on va sauter très très vite dans le temps. On arrive, on fait Métal Hurlant. Ouais. Alors, Métal Hurlant, 3 ans avant, 3 ans avant, ça n'aurait pas marché. 3 ans après, bah, je sais pas, on aurait vu. Moi, à l'Écho des Savanes, où je passe rapidement, j'arrive à récupérer 3 à 4 dessinateurs pour Mandrika, Kurzman, qui s'ennuie un peu à faire Little Fanny, Wallace Wood, qui commence à être fatigué parce qu'il prend tous les boulots qu'on lui donne, et dedans il y en a des biens, des pas bien, puis il commence à il est fatigué, quoi. 2 ou 3 autres dessinateurs, comme Von Bodé et tout, cette génération-là. Point final. Il n'y avait pas tellement... Petillon, où Goscinny avait pris une histoire, mais pas 2. Parce qu'il n'a pas la place. Et on fait Métal. Bon, au numéro 4-5, on reçoit des dessins par la poste du jeune Serge Leclerc. Il a 16 ans là, à l'époque. Hein. C'est vachement bien. Alors évidemment, on lui dit de monter à Paris, je fais une lettre à sa mère, en disant que c'est pas la peine qu'il passe son bac. Il commence à publier. Et puis, entre le 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va voir, c'est pour ça que l'époque est importante, on va voir déferler des hordes de dessinateurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent de partout. Alors soit c'est certains qui vont Nicolet, d'un coup on me dit tiens, quand il y a un diable de Nicolet en couverture, ça va en plus, hein. C'est pas pour ça qu'on les passe, mais on est content. On voit déferler ce que j'appellerais les Brésiliens. Comment est-ce qu'ils ont eu connaissance de métal? J'en sais rien. Plus tard, je saurai qu'en Asie, Tsuyar, il a découvert métal en photocopie parce que il faisait pas, ça venait par je sais plus quel circuit et tout, et même si c'était zone anglaise, c'était pas tellement le genre de journal qu'on pouvait publier. Donc on a une influence tout d'un coup sur le monde entier, mais surtout les dessinateurs déferlent. Parce que Margerin, il arrive, bon, assez vite, il va trouver Lucien. Assez vite, ça y est, il y a la BD Rock. Manœuvre va y participer, il va pousser sur la BD Rock.
Et à ce moment-là, on va arriver tous les BD rockers. Alors on va arriver Trambert, Jeannot, Dodo, Benradi. Croyez pas que je suis au gouvernail et que je dis oui, maintenant notre angle c'est le rock. Non, il se trouve que c'est le rock qui arrive. Alors le journal ne devient plus rock. On a subi comme ça des évolutions parce que la grande force de Métal, c'est qu'il n'a jamais eu de ligne éditoriale. C'est-à-dire que, en gros, quand arrivait une génération, elle se mettait celle à côté et tout, jusqu'au moment où nous aussi, on a eu trop de dessinateurs pour pas assez de place. C'est pour ça qu'autour du 50, quand j'annonce un quinzomadaire, évidemment, entre-temps, j'ai eu des soucis financiers. Ma vie, c'est un souci financier. Les Espagnols ne voudront pas faire le quinzomadaire. Effectivement, le bandeau noir sur le côté et tout. Je suis en train de recopier Pilote, que j'ai quitté en 73. Et en fait, mon idée, c'est qu'avec le quinzomadaire moins cher, bientôt on fera un hebdomadaire pour pouvoir publier tout le monde. Ça n'aura pas lieu. Mais on arrive à un moment magique, et alors il se passe un truc extraordinaire, c'est que il y a des jeunes dessinateurs partout. Ça va être Otomo au Japon, ça va être Frank Miller débutant quand il fait Ronin, ça va être tout ça, qui tout d'un coup regardent ça et disent waouh, j'ouvre la revue Mediacine, la revue de Jim Steranko, qui est un fou furieux, parce que Jim Steranko, en gros, maintenant il commence à raconter plus sa vie, mais quand il apprend à dessiner, c'est parce qu'il s'ennuie un peu en haute sécurité suite à 5 braquages à main armée, et c'est pas lui qui avait tué le policier. Et il va faire de la bande dessinée un an et demi. Et je vois Mediacine, avec une couverture comme ça, avec qui dit... Grand format, d'ailleurs. Un grand format, et j'ouvre, double page centrale, Druyer, Master of the Universe. C'est du lourd quand même. C'est du lourd. Donc je crois qu'on est arrivé là pile au bon moment. On est arrivé à un moment, il se passait quelque chose. Va arriver un punk, Marc Caro, ouais, on peut dire un punk, ouais. Lui, il se souvient pas bien d'un de ses concerts, je crois que c'était avec les Parasites ou je sais pas quoi. Je vais voir son concert à Marc Caro, et puis j'arrive en retard, et la salle est à moitié vide. Et après on parlera, il me dit « Putain, on a vraiment fait un bon concert, t'as vu, on a fait des sons tellement distordants, tellement agressifs que la moitié des gens se sont barrés. » C'était assez radical. Après, il va se diriger vers le cinéma, après on connaît la suite. Mais on voyait dans le journal se juxtaposer des dessinateurs. Qu'est-ce qu'il y avait de commun entre, j'allais dire Charlie Schlingo et Paul Gillon? Pas grand-chose, n'empêche qu'en réunion, ils bavardaient beaucoup. On était une bande. Alors une bande, pas facile, hein. Beaucoup de nous ont abusé de beaucoup de choses. Alors quand Philippe Druyer raconte on était tous enchouffés jusqu'à la gueule et c'est pour ça qu'on s'engueulait toute la journée, non, il y a des jours où on s'engueulait pas. Disons qu'on était un peu comme ça, quoi. Et pour moi, l'image qui restera de Métal, ça sera toujours, c'est Philippe qui l'a le mieux dit, c'est il disait quand on arrivait à Angoulême, on était une bande de rockers. Parce que c'est vrai que lui, avec ses têtes de mort, ses machins, ses cuirs, Giraud qui changeait de tenue comme de chemise, qui pouvait être habillé soit en bleu lavande raélien ou en costume blanc. Moi, épais comme ça, mais avec des bottes de cow-boy, pas des immondices espagnols de chez Durango, hein, qu'il ne faut jamais acheter, mais des vraies bottes de cow-boy, ça me faisait gagner 5 cm. On dit toujours que la photo de l'époque, où on est tous pareils, elle est trichée. Elle n'est pas trichée. J'ai des talonnettes plus hautes que celles de Christophe le chanteur. Ce qui fait que on fait à peu près la même taille. Mais on crée un journal et il va se passer quelque chose de très très étonnant, c'est que j'ai cru que ce journal allait mourir avant nous. Parce que ce journal, il va changer le cinéma. Parce qu'il aura une influence sur plein de dessinateurs. Richard Bennett, qui dessine comme Giraud, il fera tous les storyboards de Fincher. Pendant longtemps, il arrêtera la BD, il veut y revenir maintenant.
Jeff Darrow, s'il n'était pas passé par là dans le coin, il n'aurait peut-être pas fait Matrix. Je dirais même que j'en ai marre des fusées rouillées maintenant. On a peut-être inventé les fusées abîmées, les mecs machins et tout, mais maintenant quand je vois un film avec ça, ça me navre parce que je me dis, avant il y avait le visuel de la science-fiction, les autoroutes blancs donc avec Margerin et les Zeppelin machin et les femmes habillées en blanc devant des verrières blanches. On est chez Fred Astaire, hein, la science-fiction. On a vu passer l'an 2000 et ce qu'on voit maintenant, quand je vois qu'il y a Batman Metal et que ce qu'ils ont retenu d'ailleurs c'est que faut écraser la gueule du mec en face. C'est tout, hein, c'est tout ce qu'ils ont retenu. Quand je vois que Heavy Metal, qui est pas mal d'ailleurs maintenant, qu'il a été racheté à l'imbécile qui faisait Tortue Ninja, il tient la route, je me dis, on a changé le visuel. Alors, on a changé le visuel, je pense qu'ils sont deux à avoir changé le visuel. Il y en a un qu'on ne pouvait pas copier, c'est Druillet. Parce il y a quelques-uns qui ont essayé, hein. Ils ont essayé, mais comme disaient Las Palais et les Chevaliers, vous pouvez essayer, mais vous aurez des problèmes. Hein. C'est comme vous voyez. Il y en a deux ou trois qui vont essayer, y compris Garcia Lopez, de faire des doubles pages avec des cornes en haut, mais Druillet, il a un monde qui dessine de mieux en mieux, mais on ne peut pas copier son monde. Gire, ça n'a rien à voir. Gire, c'est une éponge. C'est-à-dire que, une fois qu'il a compris comment dessine Finlay, une fois qu'il a compris comment dessine... je sais pas, Jacques Gauguin ou Wallace Wood, il assimile tout ça. Et il va assimiler tout ça et il va se créer son monde à lui à partir de tout ce que l'illustration de science-fiction, et pas seulement, a fait jusque-là. En gros, il y en a un qui a un monde et qui apprend à le dessiner, et il y en a un dont le monde consiste à englober tout ce qui s'est fait jusque-là et essayer de passer au stade suivant. Mais ils se complètent. Et je me souviens d'un moment magique, parce qu'après ils vont un peu se perdre de vue pour des raisons diverses. Je me souviens de moments magiques, je me souviens de Philippe faisant une planche absolument superbe. Et puis Jean qui passe là-haut, il dit, tu vois, si tu mettais là juste une ligne d'horizon là-haut, ah ouais. Et Philippe regarde, il dit, ouais, c'est vrai, c'est mieux que la ligne d'horizon. Après ils vont devenir concurrents. Bon. Après ils vont prendre chacun leur chemin. Et après, quand il n'y a pas de concurrence. Il y en a un qui veut se prendre pour un sportif et qui veut être un numéro 1. Oui. Il y en a un autre comme moi qui adore le travail des autres avant même le mien, et que l'art n'est pas une course à l'échalote ni une course un sport, c'est l'intelligence, le talent de chacun, l'intégrité qui fait la beauté de l'art. On ne met pas Van Gogh avant de, comment dire, du Fivre, machin et compagnie, tout, ça n'existe pas. Lui, il était obsédé, nous le savons tous, pour être le numéro 1. Et ça, c'était absolument dramatique. Et il avait un concept de son art qui était authentique, complètement dément. C'était une fausse route. Il n'empêche qu'il avait du talent, un talent absolument évident, quoi. Non mais ouais, je crois que vois, on va pas rentrer dans les détails. C'était un virtuose d'abord. Oui, c'est d'abord ça. Oui, oui. Alors effectivement, il y a la performance. On va pas rentrer dans les détails. Parfois, sa personnalité Moebius, d'abord il y en avait 10, hein, parce que Moebius et Giraud, quand on veut les isoler, il y a une influence de l'un sur l'autre continuelle et ça circule et tout. Et à un moment... Tu sais que j'ai signé Moebius, moi. Ouais. Alors le procès s'ouvre dans 3 semaines, au fait. Ça a mis du temps, mais... On était 5 à pouvoir signer Moebius, au départ. Parce qu'on assistait au même cours de je sais plus, c'était un mec qui nous expliquait le ruban de Moebius, etc. Et c'était tout de suite après la cantine, et on pionçait comme ça, et à un moment, le mec nous réveille, il dit, ça va la bande là? Alors voilà, et du coup, on s'est dit, tiens, on va prendre comme pseudo Moebius. Et puis, je crois qu'il y a Pestarque, qui s'en est servi une fois. Il y a un autre mec qui s'appelait Pépin, que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et puis moi, je l'ai fait dans Harakiri en 1960. Mais non, mais Gire, on va lui laisser sa place, etc. Faisons 4. On va lui reconnaître son talent, on va lui reconnaître tout, etc. Disons que il était exactement comme ses BD. Il était angélique et diabolique. Et
profondément égocentrique. Quand mais il nul d'entre tombait, nous n'est parfait. quand il tombait, surtout dans le cas de Giraud, et ils ont bien de la chance, ceux qui font du Giraud comme Cartaker actuellement, de ne pas le croiser. Hein. Parce que je sais ce qu'il leur dirait. Hein. Ça serait toujours la même chose. Hein. Il avait un discours, mais très très bien apprêté. Franck Margerin, on l'a dégoûté de tout. Franck Margerin, il en a marre. Parce qu'on n'a pas assez parlé gros nez. Voilà, il a raison. La prochaine fois, on parlera gros nez. J'étais venu pour écouter, pas pour participer. Voilà. Non, moi, je le vois, voir un dessinateur qui peut être son concurrent. Hein. Et j'ai vu la scène se passer plusieurs fois. Je le vois, le type lui montre ses planches, et c'est pas mal. Et les gens, toujours, lui disaient, ah ça, tu vois, ça c'est très très bien, ça, même moi je ne saurais pas le faire, ça. Ça c'est très très bien. À ce moment-là, le mec commence à s'épanouir. Et à ce moment-là, c'est Mohamed Ali qui attaque en frontal, et qui laisse que descendre. Le mec, il repart, il est gris-vert. C'est vrai que si on rentre là-dedans, il y a la moitié des artistes qui peuvent se plaindre de la moitié des autres et ça n'a pas un très très grand intérêt. Ce qui est vrai, c'est que ce bouillonnement, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure que j'ai complètement perdu, mais des fois je retrouve le fil, ce bouillonnement, moi celle dont j'étais très très fier dans Métal, c'est que, on avait une révérence pour le passé, c'est-à-dire qu'on n'hésitait pas à parler des illustrateurs, des peintres qui nous avaient influencés, même si personne ne les connaissait. C'est-à-dire qu'on avait une espèce de dette qu'on rendait en disant oui, mais enfin ça, Rackham l'a fait il y a très très longtemps. Hein. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, j'avais remarqué que ce que j'appelle les grands journaux, hein, parce que je pense qu'on a été un très très grand journal, on va dire l'espace d'un millième de seconde d'éternité. Voilà, on a été un des 10 000 journaux qui, pendant un 10 millième de seconde d'éternité, a été le meilleur journal du monde. Alors, vous choisirez le numéro que vous voulez. Ok. On était de l'ordre du chaos. Alors, lui, le chaos, il connaît bien. Avant, quand il parlait des grands anciens, c'est Lovecraft. Maintenant, les grands anciens, c'est nous. Mais c'est vrai que c'est de l'ordre du chaos parce que c'est souvent... En ayant rassemblé les planches d'un numéro, les planches prévues d'une série à suivre, les planches, les 8 pages, qui n'étaient pas celles qui étaient annoncées, mais le dessinateur avait fait autre chose, des fois ça arrivait. Hein. Tout d'un coup, on avait une tonalité du numéro qui était mélancolique, gai, triste, et c'était le journal qui dirigeait. Il n'était pas en pilote automatique, c'est pas vrai, on devait bien passer les planches. N'empêche qu'il y avait une tonalité du numéro. Il y a un moment, je relisais il n'y a pas très longtemps, parce que je suis en train de bosser sur les quelques rubriques qu'a fait Manchette, qui vont être réunies enfin en volume quand il signait Général Baron Staff. À ce moment-là, toi tu fais encore des BD, et bon, on ne peut pas dire que c'est le plus fun du monde, hein. Mais c'est assez noir. Oui. Lui, il arrive par là. Bon, c'est pas le Duraton, Caro. Donc, tout d'un coup, il y a des numéros, et à ce moment-là, Philippe, qui est en train de faire une œuvre importante pour Rock et Folk, dont on ne va pas parler aujourd'hui et tout, fait 3-4 pages, qui sont quand même assez noires, hein, même très noires. D'un coup, je me dis, mais ce numéro, c'est marrant, il est sombre. Et puis le suivant, il est plutôt rigolo. Tiens, parce que vient d'arriver le John Chaland et le John Cornillon, par exemple. Et je crois que c'est... Alors ça, par contre, j'aurais presque envie de le déposer. C'était le seul journal qui n'avait pas de ligne directrice. En gros, pour moi, le fond était la forme. Parfois, le fond était léger. Hein. Je vois le moment, en relisant toute la collection, ce que j'avais jamais fait de ma vie, je vois le moment où les Raéliens essayent d'arriver. Bon, il y aura 3 BD raéliennes, elles seront nulles, les mecs redisparaîtront après, etc. Tout d'un coup, il y a 3-4 numéros. Bon, je me rendrai à une cérémonie raélienne. Hein. Alors, une fois qu'on a allumé la lampe torche dans un petit théâtre,
où j'ai vu il n'y a pas longtemps, juste avant Charlie Oleg et les sueurs d'argent de Charlie Schlingo, et qu'ils ont allumé 4 fois la torche et que les soucoupes ne descendent pas. Après, il me dit, tu reviens à la prochaine réunion? Je dis, bon, peut-être pas. Je ne suis pas absolument convaincu. Mais disons que qualité et défaut de métal, on reflète l'air du temps. On est les premiers à défendre la malbouffe. Bon, maintenant, ça serait plus difficile parce que maintenant, la malbouffe, elle est devenue normale. Mais à l'époque, je me souviens d'articles dithyrambiques sur faut absolument manger des nouilles japonaises, on réchauffe par en dessous comme ça. C'est le moment punk aussi et tout. Mais on ne se trompe pas beaucoup. On se trompe pas beaucoup sur la science-fiction. Parce qu'il y a aussi les textes dans Métal. On est dans une époque incroyable. On a Jacques Sadoul et Jacques Guamard, dont je parle longuement, à qui on doit beaucoup, qui sont, en gros, à part le tabac, parce qu'à l'époque, on n'a plus le droit de passer de pub de tabac dans les journaux hebdomadaires au quotidien, donc on va récupérer pendant longtemps le tabac et aller comprendre pourquoi le papier a roulé. C'est eux. Voilà. Eh bien, je vois les démolitions de certains bouquins de nos principaux annonceurs. Il n'y en a jamais un qui a gueulé. Jamais Sadoul ou Guamard ont dit dis-moi, bravo, hein, ça fait la 12e fois que tu dis que c'est une Mac, on ne reconnaît pas les couvertures, c'est du verre filé, et que tu trouves ça absolument épouvantable. Je dis, bah oui, mais c'est mon opinion et je la partage. T'es pas méchant, c'est une Mac en plus, simplement, je trouvais que c'est toujours la même couverture. Et on démolit les bouquins. Alors, il va y avoir des errances. Hein. Va y avoir, moi j'ai un regret, mais un très très gros regret, c'est que l'idée c'était, dans Métal, jamais de censure, quoi qu'il arrive. Pour les BD, il n'y aura aucun problème. Sauf à frauder l'interdiction totale, et je n'ai su que très récemment. Ça faut quand même que je vous raconte en 2 mots. Mais jamais de censure, ça veut dire que quand Philippe Manœuvre, qui adorait Adèle Blanc-Sec, fait une démolition mais totale de Tardy, avec en plus des propos, je me dis, tu es obligé de le passer. C'est ton engagement d'Arty. Tu as dit que tu passerais tout quoi qu'il arrive, et je vois que les ennuis commencent. Il y aura 2 ou 3 cas comme ça. Après, lui, il aura droit à Léo Percepied, je crois, ou à un autre, ou à non, Jim Palette. Oui. Je ne verrai même pas l'article partir à l'imprimerie. Parce que il me dit, j'ai livré mon article sur le bouquin de Nicolet que tu aimes beaucoup. Comme ça, je me dis, bah, très bien, un bouquin que j'aime beaucoup. Oh là là, quand je lis le texte. Alors, j'ai un petit regret parce que c'était très beau la théorie de on ne censure rien. Mais là, 2 ou 3 fois, j'ai des regrets. Et puis alors, quand je vous disais l'interdiction totale des humanoïdes associés, ben, j'ai appris très très récemment. C'est-à-dire que on a failli mourir, Métal était interdit, après Anana a été interdit, etc. Et je fréquentais beaucoup le professeur Choron à la 14e chambre correctionnelle, et d'ailleurs il amenait toujours, comme dans un dessin de réserve, 1 litre de vin pour chacun pour attendre qu'on nous convoque. Donc quand on a fini la bouteille, on était mûr pour le juge qui disait il ne faudra pas recommencer. Bon, ok. Mais 50 000 balles. Hein 50 000 balles dans tous les cas. Le juge à chaque fois. Et donc, je reviens, parce qu'il perd le fil, le Dionnet, mais c'est comme ça. Hein. D'habitude, il n'arrive plus à se rassembler. Oui, un bouquin qui s'appelle Prisonnière de l'armée rouge, qui est un bouquin totalement innocent de Romain Slocombe, avec des nanas attachées, mais qui s'appelait Prisonnière de l'armée rouge. Voilà. Va être immédiatement interdit totalement à l'affichage, à la breton mineur et à la publicité. Il y a même un éditeur qui le vend actuellement sous le manteau, qui s'appelle Le Lézard Noir, qui ne s'en cache pas. Un deuxième, qui s'appelle Madame l'Abondage, de Henneug, un truc sadomaso. Gwendoline nous a bien rapporté, hein, donc on continue le sadomaso. Hein. Même si certains lecteurs m'ont reproché de ne pas pratiquer, en disant, vous ne savez pas de quoi vous vous privez. Okay. Madame l'Abondage est totalement interdit à l'affichage de la publicité. Ce que je ne savais pas, heureusement, parce que j'aurais peut-être pétoché,
c'est que s'il y avait une troisième interdiction, on était soumis au dépôt préalable. C'est-à-dire qu'il fallait faire le livre, l'imprimer et après le proposer à la censure. Bon, là, on serait mort. Mais des cas comme ça de quasi-mort de métal, il y en a eu plein. Je dirais que moi, métal, j'ai repris foi dans métal depuis, en gros, on va dire depuis l'an 2000. Pourquoi? Parce qu'avant, je croisais des gens, j'en vois pas mal ici, il y en a, on ne peut pas savoir parce qu'ils n'ont pas de cheveux, il y en a d'autres, leurs cheveux sont un peu gris, il y a quelques cheveux noirs quand même, là, hein, c'est bien. Il y en a beaucoup plus qu'avant, oui, oui, ça... Alors, quand arrive le bouquin de Marmonnier, la machine à rêver et tout, on fait une grande fête et tout, et on se retrouve tous là. Et je me dis, putain, on a tous les cheveux gris. Hein. J'ai l'impression que c'est une génération qui s'efface. Quand il va y avoir l'expo chez Michel-Édouard Leclerc, je suis assez content, parce que je vois qu'il y a moitié de jeunes, et que ces jeunes, ils découvrent tout ça, et ils trouvent ça super. Et maintenant, quand je vais quelque part, je dirais que je vois plus de jeunes. Avantage de Métal Hurlant, c'est que les revues, ça vaut pas grand-chose, sur Amazon ou ailleurs et tout, qu'on peut se faire une collection complète pour pas très cher. Et je vois des gamins qui disent, mais comment ça a été possible un journal pareil? Évidemment, dans la période actuelle, effectivement, on peut se demander comment ça a été possible. Hein. Mais je découvre que Métal a une vie après. Moi, je pensais qu'il y a une date de péremption, comme les yaourts. Et que peut-être bien qu'on allait finir comme les amateurs de Pulp ou comme les amateurs de Gaston Leroux. Hein. L'autre jour, j'ai trouvé une édition originale, premier papier de Le Fantôme de l'Opéra et tout. Quand le mec m'a dit le prix, j'ai dit mais ça valait une fortune. Il dit ça valait une fortune, mais les clients sont morts. Or, Métal a une seconde vie après la mort. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, et on n'était pas le seul, il y avait des canards. Rolling Stone, à ce moment-là, de très haut niveau, c'est pour ça qu'on va aller chercher Hunter Thompson et d'autres. The Face, en Angleterre, il y a des numéros gonflés. C'est une période de la presse où, où ça y va, quand même. Hein. Et puis, il y a des signes. Cet été, une revue de mode qui s'appelle Citizen K, que vous ne lisez pas, mais moi mes filles le lisent et me disent il y a des bons articles. Alors j'ai pas de raison de ne pas les lire. Entre les pubs, il y a des articles, effectivement. Hein. Il y a 12 pages sur Jean Boulet. Oui, 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 tout à fait. Qui était très curieux. Vachement bien. Oui. Et je me dis, et il y a déjà eu Midi Minuit, avec une apologie de Jean Boulet. Donc Jean Boulet revit aussi. C'est une drôle de période. On vit dans un monde tout d'un coup. Recherche de mémoire. Voilà. Et on a la chance de ne pas passer à la trappe, hein, parce que moi je peux vous dire que des grands papiers surréalistes ou dada, je peux, si vous en voulez, je peux vous en trouver, mais à pas très cher, à part quelques manifestes et tout. Non, Métal, qui a été un passage de la bande dessinée vers une nouvelle forme, est toujours vivant. Pilote aussi d'ailleurs, hein, mais Pilote il réédite, etc. Dupuis fait un boulot formidable. Enfin, bon, mais on arrive aussi à une époque, on est aussi arrivé à une époque qui avait une qualité extraordinaire. Parce que quand nous on fait Métal et nos premiers albums qui ne ressemblaient pas à des albums de bande dessinée, qui étaient souples, qui étaient différents et tout, après on s'est normalisé. Ça nous a réussi plus ou moins. Mais à l'époque il paraissait 250, je crois, une année, et 300 albums par an, y compris les rééditions de tout, etc. Maintenant, il en paraît, je crois, 5500. 5500. Vous imaginez, il y a 2 tropiques, là. Il y aurait 20 tropiques, et il ne ferait que de la BD, ils ne pourraient pas tous les mettre. Moi, généralement, je les découvre soldés chez Apoum Bapoum, 4 ans après, en me disant, tiens, j'ai raté ça. On a eu aussi la chance d'être à un moment où, en science-fiction, en bande dessinée, en cinéma, il n'y avait pas encore le DVD et tout ça, on pouvait à peu près tout lire et tout voir. On avait les moyens. Bah, si vous allez sur les grands boulevards pour voir les films, hein, quitte à se taper un porno avant le film de la Hammer, en science-fiction,
il n'y en avait pas tant que ça. Hein. En bande dessinée, il y en avait... Ouais, il n'y en avait pas tant que ça. Donc chacun avait le temps de faire son trou, et puis surtout, il y avait un truc fabuleux, et on va profiter du fait que Margerin est parti pour dire du bien de lui. Margerin, au début, c'est pas terrible. C'est vrai qu'il va se trouver doucement, et qu'être publié va faire qu'il va faire des progrès, etc. Bon, moi je suis pas très convaincu par la plupart des mecs qui travaillent à l'ordinateur, à la tablette graphique et tout, parce que ça, la lumière derrière ça flatte, on peut corriger un peu, on peut insérer la photo puis corriger le truc et tout. Ça apprend pas à dessiner, ça apprend à faire semblant. Alors, vous vous trouvez maintenant avec une génération qui se trouve par exemple plongée directement, leur dire on te commande un album. Entre le début et la fin de l'album, le mec il n'a pas la même tête, mais on s'en fout. Souvent, on lui dira, ça serait bien que ça soit un album à la 13. Donc les chances qu'il y a, alors vous allez me dire maintenant il y a le roman graphique, mais le roman graphique il occupe autant de place que la BD, après ça vous avez le public de manga, après ça vous avez le public de comic book, et j'étais il n'y a pas longtemps dans une très bonne librairie, qui est une des plus grandes de France, chez Mola et tout, où je me suis un peu baladé dans les rayons et tout, et la chef de rayon elle connaît bien son boulot et tout. Donc j'avais 2 heures à perdre, puisque j'avais raté ma signature, j'avais raté le train. Bon. Et je lui ai demandé ce que j'avais raté. Ben, j'avais pas raté grand-chose. C'est-à-dire que il y avait des piles comme ça, où je disais, là-dedans, elle disait, ah, celui-là il est pas mal, celui-là il est pas mal. Alors, on vit cette époque de surproduction, nous on a vécu une époque de sous-production. Cette sous-production faisait que ça nous mettait en avant. 3 ruptures où Dargaud, Dupuis, Casterman sont devenus fous, ils sortaient 17 ou 20 nouveautés par mois. C'est vrai. Il y a eu 87 ou 86 et après 90. Mais bon, on ne va pas passer la soirée pendant des heures là-dessus. Il y a un miracle, il y a une curiosité, il y a une beauté. C'est que une bande de crétins merveilleux, avec un public assidu qui comprend, parce qu'à une époque on ne comprenait pas la bande dessinée, on ne va pas refaire l'histoire, toujours été détesté et méprisé. Okay, maintenant nous nous sommes battus pour cela. Pilote reste un mystère qui a été tout d'un coup coupé, pour les raisons qu'on connaît, et pratiquement à la même période que Métal. Je crois que c'est 84, ouais. Si mes souvenirs sont bons. Quant à Métal Hurlant, il y avait tellement de problèmes financiers avec des bagarres entre les banques, tu t'en rappelles, tout d'un coup, ce journal s'effondre, c'est la fin, c'est terminé, mais il reste une mémoire profonde qui a influencé une tonne de jeunes créateurs aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu cette mémoire, cette fin, pardon, par exemple pour Métal, s'il y avait eu un équilibre trouvé, parce que nous étions toujours aussi faux, et en même temps la beauté des choses, c'était que cette improvisation dont tu étais l'auteur n'était pas une improvisation, c'était un instinct qui faisait qu'on choisissait les bonnes choses. Si nous avions perduré, nous pouvions devenir, il y a toujours ce que j'ai toujours dit dans les interviews, soit un Canal+, ou soit un Disney, c'est-à-dire avec un développement presse, un développement roman aussi, et un développement cinéma. Et ça, nous l'avons raté pour des choses qui nous ont dépassés, parce que nous n'étions pas, on ne pouvait pas s'affronter à des choses énormes et compagnie. Et Métal, c'est pour ça que Métal a foutu la trouille, mais à Dargaud et à tout le monde. Ça a été une cata à une époque, ils avaient une terreur de nous absolument totale. S'il n'y avait pas eu cette rupture due à, comment dire, pas une gestion, mais une vision financière différente par rapport à la pensée artistique, à la Dali, à l'époque je l'imaginais, je le faisais très bien, mais plus maintenant, eh bien nous serions devenus peut-être une grande maison de production internationale, de cinéma et compagnie, de télévision. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Et tu vois, il y avait tout ce qu'il fallait pour cela. Tout était en place. Ce qui nous a manqué, bon c'est très simple, c'est ce que Franck Thénault a été à Philippe Aki par exemple,
Parce que moi, je me souviens, un jour, je connaissais très mal Philippe Aki, mais un jour, je passe devant un tableau de George Hoffman, un romantique tardif qui a été aimé par les surréalistes. On est chez Pointu, et qui étaient des hommes qui s'envolaient comme ça et tout. Et il rentre dedans, Philippe Aki dit c'est combien? Le mec il dit ah bah c'est 200 000 francs. Il dit bah vous me le mettez de côté. Et puis il dit mais je vous envoie quelqu'un pour l'acheter. Il a envoyé Thénault l'a acheté pour 10 000. Bon, nous on n'a pas eu ça. Bon, j'ai pas raté Mad Max parce que ce généraliste qui voulait faire du cinéma, c'était improbable qu'il fasse un bon film. Des fois, je me dis, ah, et si, par exemple, au lieu de confier la pub à X ou à Y, à un moment où la pub marche très bien, on s'en était occupé nous-mêmes dans un secteur pub, eh ben, on s'en serait aussi bien occupé, on aurait gagné un peu de sous. Et quand notre ami Ridley Scott me dit tiens, pourquoi tu me donnes pas le numéro de téléphone de Giger, il serait bien pour mon monstre. Bon, j'aurais été un Américain, j'aurais dit je m'occupe de tout. et j'aurais appelé Giger et j'aurais dit soit tu vas toucher 4 francs, mais là tu vas toucher 400 francs. Moi je te prendrais rien et tout. Bon, 399. Là, bon, c'est vrai que j'étais un peu seul face à ça, que j'étais totalement incompétent. Alors, l'avantage, c'est que ça a permis au journal de vivre très longtemps, parce que j'étais incompétent, y compris des risques que je prenais. Hein. Donc ça a fait que le journal a traversé des périodes difficiles, mais où il a existé. Mais oui, bien sûr que plein d'Américains me l'ont dit. Oliver Stone me l'a dit une fois. Il me dit, mais vous auriez dû faire une maison de production, vous aviez tout en main. Bah oui. Oui, sauf qu'on était en France quand même. On est français. Le vrai truc, c'était la télévision. Et la télévision, c'était le RT. Alors, il y a un truc extraordinaire quand même. C'est vrai que ça date pas de Métal Hurlant. Hein. Ça date d'avant. Qui c'est qui va adapter une nouvelle de Langman, La Mouche, que ça soit celui de Vincent Price ou le Cronenberg, c'est les anglo-saxons. Qui c'est qui va adapter Robert Merle, Un animal d'oraison? C'est les Américains. C'est vrai qu'en France, alors, quand on voit la scène dans Carpenter du miroir de Cocteau, on se dit tiens, il l'a vu chez Cocteau. Mais Cocteau, c'est une exception. Ok. Quand on voit dans Volte-Face de John Woo, l'autre, le coup du visage, des yeux sans visage, on dit les Français et les Américains ne s'entendent pas. Ça a toujours été vrai. Et en France, on n'a jamais pris le fantastique au sérieux. J'ai eu la chance, c'est pas de la chance, une ou deux fois, de voir tous les courts-métrages français qui, par exemple, et là, Caro, on aurait beaucoup plus à dire que moi, tous les courts-métrages français fantastiques qui avaient été retenus pour les Césars. Fantastique ou pas fantastique. Comment que ça se fait-il qu'il n'y en a aucun qui a été retenu dans la sélection générale des Césars? Et le succès avec Claudie Hossard de Marc, et puis après, le fait que les mecs qui ont fait ce qu'ont fait Caro Jeunet et tout, qui ne soient pas en train de tourner là aujourd'hui, maintenant, et tout, c'est dément. C'est-à-dire que on a un problème français. Ce qui est marrant, les Américains me disaient, les Allemands, on a confiance en eux, parce qu'ils sont carrés et tout. C'est bien, puis en Allemagne. Les Hollandais, c'est un peu des gens comme nous. Un espèce de truc protestant comme ça et tout. Ils disaient, les Français, voilà. Et alors, le pire, c'était les Chinois. Parce que là, quand j'ai discuté avec des Chinois, il y a un producteur américain, le Chinois disait, oui, je veux faire le film. Et le mec après me disait, restez 5 minutes. Alors je disais, restez, il me disait, et à un moment où c'était foutu, on n'aurait peut-être pas continué aussi longtemps. De toute façon, la chose est réglée. Je pense que je vais dire un truc très profond qui amène à baisser de rideau peut-être. Ouais. Oui. Parce qu'avec Jean-Pierre. Oui, et puis il faut peut-être que tu dédicaces ton livre aussi. Bah oui, parce que c'est pas tout ça, mais encore. Quand même. Donc. Alors peut-être une conclusion. Oui. Bah, moi je vais vous dire, moi j'ai une seule conclusion,
ça m'avait fasciné, c'était les petits mecs qui faisaient ce journal dans le sud qui s'appelait Argue, où il y avait Berberian et Dupuis et tout ça. Il suffisait d'être 3 crétins un peu sûrs d'eux, et un peu inconséquents par certains côtés, et en même temps un peu visionnaires. L'inconscience, c'est la base même du monde artistique. Voilà. Et qu'il fallait prendre un risque relatif, et puis on a été récompensé, et puis voilà. Donc moi je dis pas demain c'est bouché. Je dis pas c'est pas bouché demain. Demain ça peut se passer. Peut-être qu'ici il y en a un ce soir, il est rentré chez lui, il va dire pourquoi pas moi. On va vendre le pavillon, chérie, mais t'es fou. Non, nous on n'a pas vendu le pavillon d'ailleurs, mais bon. C'est comme les débuts de, pardon de t'interrompre, ce qui est toujours désagréable parce qu'il y a tellement de choses belles que tu dis, mais c'est, non je ne plaisante pas, c'est vrai. Mais c'est pour conclure. Il a une mémoire étonnante, mais quand tu es jeune dessinateur, moi je voulais de la BD à mort, bon je l'ai déjà dit, c'est pas la peine de répéter, je l'ai écrit, beuglé pendant des années, mais je faisais des histoires en 2 pages, 3 pages, 4 pages, et je n'osais pas aller plus loin. J'avais une forme de peur, très étonnant, une notion de, tu fais le passage, ou bien tu t'arrêtes. C'est-à-dire que tu rentres dans le jeu, ou bien tu restes en dehors, et après, ce sera un regret de ta vie. Et le jour où je fais le Losfeld, où j'arrive dans un bouquin, où Tintin au pays des soviets, comme je dis toujours, je fais des 66 pages, cette fois-ci j'ai franchi le cap, et je suis assez fou, assez inconscient, assez délirant, paranoïaque, mégalo, imbécile, à penser, à dire que je ne peux pas être le seul à penser la même chose, et je me lance. Et le nombre de jeunes dessinateurs que j'ai vus dans ma carrière, me montrant des dossiers absolument prodigieux, d'une grandeur, d'une beauté totale, et ils me disent, mais c'est ce que tu crois que... Je leur dis, mais attends, tu déconnes ou quoi? Ça, je te donne toutes les adresses de tous les trucs, et je rencontre la personne 3 ans après. Non, j'ai choisi la place chez l'architecte où je gagne 1500 € par mois. Donc voilà. Donc c'est l'inconscience de l'art. Voilà. Un clap de fin, une page de publicité. Tu veux peut-être ajouter... Je dirais même plus. Tu as raison. Voilà. Bon.